Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci pour cette très gentille introduction et cette tout aussi gentille invitation à venir parler un petit peu de mesure du temps. Donc, je pense que vous êtes habitués un peu aux présentations en astronomie et astrophysique. Alors, vous allez voir que je suis un petit peu agent double, hein, parce que j'ai parlé un peu de mesure du temps avec l'astronomie. Moi, en fait, je suis physicien, plutôt physique quantique. Et ce que je vais vous montrer, c'est que la mesure du temps, aujourd'hui, elle a une précision exceptionnelle. On va parler de 18 chiffres de précision grâce à la physique et la physique quantique. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que finalement, le temps et l'espace ont toujours été reliés. Et même si maintenant on a des horloges atomiques avec des précisions vraiment exceptionnelles, ben, le lien avec l'espace existe toujours. Et donc, dans mon exposé, vous allez voir que je mélange un peu des aspects historiques, des aspects plutôt conceptuels, parce qu'il y a des concepts assez profonds derrière la mesure du temps, et puis évidemment des applications, parce que vous allez voir que dans votre vie de tous les jours, ben, vous utilisez, sans le savoir, des horloges atomiques, vous utilisez la relativité, et vous utilisez la physique quantique. Donc c'est ce que je vais essayer de vous raconter maintenant. Alors avant de parler de la mesure du temps, le temps c'est un sujet qui est vraiment, qu'on voit partout, hein, qui est complètement omniprésent. Le temps et sa mesure. Alors souvent je parle de mesure du temps, alors quand il y a des philosophes, ça les énerve un peu parce qu'ils disent le temps ne se mesure pas. Alors nous, quand on dit on mesure le temps, on mesure des durées. On mesure la durée qui s'écoule entre un instant initial et un instant final. Alors, pour raccourcir et que ce soit un peu plus léger, on parle de mesure du temps, mais on sait bien que le temps dans l'absolu ne se mesure pas. Donc évidemment, on a besoin de connaître l'heure pour plein d'applications, hein, déjà pour donner un rendez-vous à un ami ou pour prendre des transports. La problématique de temps est importante quand on parle de temps de travail, par exemple. Dans l'économie, tout ce qui est transactions bancaires, la mesure du temps est de plus en plus importante. Je pense que vous savez tous qu'aujourd'hui, c'est des échanges à très très haute fréquence, hein, puisque c'est plusieurs milliers, ce qu'on appelle le high frequency trading, c'est plusieurs milliers d'échanges par seconde entre des ventes et des achats. Donc il faut que tout ça soit très bien synchronisé. Dans le domaine de l'art, alors le temps, sa mesure, le voyage dans le temps, que ça soit en poésie, dans les films ou autres, ou dans les romans, il y a l'embarras du choix. En biologie, le temps il est fondamental. Il est fondamental à la fois dans sa durée, mais aussi dans son irréversibilité, qui est une autre propriété du temps dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais qui intéresse beaucoup les physiciens. Et le rythme temporel, hein, c'est votre rythme circadien, c'est-à-dire le rythme journalier entre l'alternance jour-nuit, et c'est très très important. Si vous le perturbez, ben, ça ne se passe pas bien. Même, il y a des études très sérieuses pour savoir à quel moment de la journée il faut donner tel médicament, parce que c'est là que l'effet va être le plus important. Évidemment, le vieillissement, là où on voit vraiment l'irréversibilité. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, sur le moyen terme, hein, sur la durée d'une vie. Et puis évidemment, l'évolution des espèces, où là aussi il y a une forme d'irréversibilité, mais sur des durées bien plus longues. Après, la philosophie. J'ai parlé des philosophes tout à l'heure. Le temps, c'est un sujet de prédilection pour les philosophes, hein, depuis saint Augustin qui dit « Si personne ne me demande ce qu'est le temps, je sais ce qu'il est. Si on me le demande, je ne sais plus l'expliquer, en fait. » Donc ça représente bien la difficulté. Et en fait, nous, en tant que physiciens qui mesurons le temps, on n'a pas ce problème-là. Et donc, on va plutôt s'attaquer au temps physique. Le temps physique, c'est la dynamique, c'est le mouvement, c'est le contraire d'être statique, l'irréversibilité. Et dans ce que je vais vous présenter, c'est plus ces aspects liés à la relativité du temps. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de la relativité d'Einstein, mais je vais essayer de vous montrer que même dans vos applications au quotidien, vous avez besoin de prendre en compte la relativité. Donc, vous avez compris, hein, il y a deux gros morceaux. Un morceau, comment on mesure précisément le temps, et puis un deuxième morceau de mon exposé qui sera à quoi ça sert d'avoir une telle précision. J'ai parlé de 18 chiffres. Alors on va commencer par le premier morceau. Hein. Depuis l'Antiquité, l'être humain qu'est-ce qu'il avait pour mesurer le temps? Il avait le soleil ou les étoiles. Et donc, ça soit un gnomon, c'est-à-dire un bout de bois planté en regardant comment se
se déplace, hein, comment bouge l'ombre en fonction de la journée ou en utilisant un cadran solaire, ça lui donnait une information quelque part sur l'heure ou sur le positionnement temporel dans la journée. Alors ça marche bien quand il y a du soleil, hein. Donc ça ne marche pas quand il y a des nuages, ça ne marche pas la nuit, donc très vite l'être humain a essayé d'inventer des objets, fabriquer des objets, hein, puisque là, bon, certes, c'est fabriqué par l'être humain, mais c'est quand même relativement simple, mais fabriquer des objets autonomes qui ne dépendent pas du soleil ou des étoiles pour mesurer l'écoulement du temps. Donc soit le sablier, que vous connaissez tous, soit l'équivalent du sablier, mais avec de l'eau qu'on appelle une clepsydre, qui ont été utilisés pendant très longtemps, hein. Les marins utilisaient des sabliers, par exemple, pour déterminer la longitude, parce qu'il y avait besoin d'une référence de temps. Toujours dans les objets un peu on va dire plutôt de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, pour mesurer l'écoulement du temps, ce sont des choses liées à la combustion. Alors ça peut être la hauteur, dans une lampe à huile, la hauteur d'huile, en fonction au fur et à mesure que ça brûle, la hauteur d'huile diminue, et puis on s'arrange pour que ça descende à un rythme qui correspond à peu près à 1 heure entre 2 graduations, ou alors des bougies. Alors vous imaginez que la précision n'est pas exceptionnelle, mais ça permettait de garder pendant la nuit ou quand il y avait des jours de mauvais temps, de garder à peu près l'heure. Et puis au Moyen-Âge sont apparues les premières horloges mécaniques, qui n'étaient pas vraiment très précises, mais qui quand même commençaient à montrer que l'être humain était capable, là c'était uniquement mécanique, mais de construire des objets qui ont une capacité de précision pour la mesure du temps. Alors je ne suis pas un horloger, je ne sais pas s'il y a des horlogers spécialistes parmi vous, mais l'horlogerie fine, hein, depuis l'invention des premières horloges jusqu'aux horloges mécaniques, on peut parler des horloges à quartz aussi, mais jusqu'aux horloges mécaniques actuelles, c'est vraiment des bijoux de mécanique, et ça vaudrait un exposé rien que pour ça. Alors il y a eu quand même une révolution, hein, parce que jusqu'aux horloges mécaniques, finalement, il n'y avait pas vraiment de référence, il n'y avait pas vraiment de phénomène qui permettait d'être sûr que l'horloge avait le bon rythme. Et Galilée, finalement, a fait une découverte exceptionnelle, hein. C'était vraiment le premier objet scientifique qui paraît très simple aujourd'hui, mais qui a vraiment engendré plein d'études après. C'est un oscillateur. Alors qu'est-ce que c'est un oscillateur ? Un oscillateur, c'est un système, je vais donner quelques exemples après, qui a une certaine propriété. Cette propriété n'est pas constante, elle va venir fluctuer de façon varier de façon périodique avec le temps. C'est-à-dire que quelque chose, une caractéristique de votre objet, va varier dans le temps, mais vous voyez que régulièrement, ça revient à la position initiale. Et ça revient au bout d'un certain temps, qu'on appelle la période, grand T. Et il y a une autre grandeur qui est importante, qu'on appelle la fréquence F. Et la fréquence, c'est simplement le nombre de battements par seconde. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez une période d'1 seconde, vous avez 1 battement par seconde. Si vous avez une période de 0,1 seconde, c'est-à-dire une période plus courte, vous allez avoir une fréquence plus grande, c'est-à-dire que vous allez avoir 10 périodes par seconde, donc 10 battements par seconde. Donc, quand je disais que Galilée a inventé, a développé, voilà ce qu'il a fait, Galilée. C'était le pendule. C'est tout bête, hein, une masse avec un bout de ficelle. Et en fait, il a montré que la fréquence d'oscillation ne dépendait pas de la masse, elle ne dépendait que de la longueur du pendule. C'est-à-dire, là, il y a une fréquence assez lente, c'est-à-dire que la période est grande et la fréquence est petite. Et puis si vous raccourcissez, vous allez voir qu'il oscille plus rapidement. Et donc il s'est dit, si je règle la longueur du fil pour que ça batte à 1 seconde, et que je force mon horloge à battre à la même vitesse que ce pendule, c'est gagné. Et donc ça a été vraiment une évolution importante dans la mesure du temps. Et alors les oscillateurs, là j'ai parlé du pendule, mais en fait vous en avez plein, vous avez votre cœur. D'ailleurs les premières expériences de Galilée sur le pendule, il utilisait son cœur comme référence
pour justement, quand on dit la fréquence du pendule change, elle change par rapport à quoi? Il fallait une horloge de référence, c'était son cœur, qui va à peu près, on va dire, à un battement par seconde sans problème. Mais vous voyez, il y a plein de types d'oscillateurs mécaniques. Vous avez des oscillateurs dans le domaine électromécanique. Là, c'est un oscillateur à quartz. Donc ce soir, quand vous rentrez chez vous, je vous conseille de prendre votre horloge de cuisine, de la démonter. Mais vous allez voir que dedans, vous avez un petit oscillateur. Alors, il ne vibre pas une seconde, là, c'est au ralenti. Il vibre à peu près à 32 000 battements par seconde. Vous voyez, c'est déjà plus rapide. Après, vous avez des oscillateurs dans le domaine qu'on appelle micro-ondes. C'est le même domaine de fréquence que les fours micro-ondes. Et là, cet oscillateur-là, il vibre à peu près à 1 milliard de battements par seconde. Et vous avez des oscillateurs dans un autre domaine qui est le domaine des ondes électromagnétiques, et en particulier les ondes optiques. Par exemple, un laser, ici j'ai un laser, vous avez un faisceau qui se propage. Là, il est vert, moi il est rouge, on ne le voit pas, mais il y a un faisceau qui se propage. Donc on voit le faisceau, mais ce faisceau correspond à une onde électromagnétique qui vibre très très vite, qui vibre à peu près à un peu moins, mais 1 million de milliards de fois par seconde. Vous voyez que ça vibre vite. Donc, mais c'est le même principe, c'est-à-dire c'est la même courbe, sauf que évidemment la fréquence est bien plus élevée que la fréquence de votre cœur. Alors comment on va faire pour utiliser ces oscillateurs pour mesurer le temps? Il y a une analogie assez simple, c'est de se dire comment vous faites pour mesurer la longueur d'une règle. C'est simple, vous prenez une règle, la longueur d'une tige, pardon. Vous prenez une règle et vous comptez le nombre de graduations. Là par exemple j'ai une règle qui est graduée en centimètres, et vous dites tiens, la longueur de ma petite tige verte, elle fait à peu près entre 4,5 et 5 cm. Donc quand vous faites ça, ça paraît tout bête, mais vous faites l'hypothèse que vous faites confiance aux graduations, vous savez que votre règle est graduée en centimètres et vous comptez. Pour mesurer le temps, c'est exactement la même chose. Vous avez votre oscillateur et ce que vous allez faire, c'est que vous allez compter le nombre de périodes entre le temps initial, l'instant initial et l'instant final. Donc vous voyez, conceptuellement, c'est exactement pareil que la mesure de longueur. Vous comptez des périodes, votre oscillateur, c'est une forme de règle temporelle, et la période, c'est la graduation. Donc là, par exemple, si on dit que la période, c'est 1 seconde, si votre oscillateur il bat 1 seconde, vous avez compté 4 périodes, donc vous en concluez qu'il s'est écoulé 4 secondes. Vous voyez, c'est très simple de mesurer le temps avec un oscillateur. Alors si on poursuit un petit peu cette analogie, on se dit, si je veux avoir plus de précision, qu'est-ce que je fais? Je vais avoir une règle graduée avec des graduations plus fines. Là, vous voyez, si c'est gradué en millimètres, on a bien plus de précision sur la mesure de la longueur de la règle. Avec la mesure de temps, c'est exactement pareil. Si vous prenez 2 oscillateurs, un oscillateur qui bat plus vite, c'est-à-dire qui a une fréquence plus grande, c'est-à-dire une période plus petite, c'est-à-dire des graduations temporelles plus fines, quand vous allez lancer la mesure, vous allez voir que celui-là, il va compter plus de périodes, pendant la même durée, il va compter plus de périodes, parce qu'évidemment, il bat plus vite, que celui du haut qui bat plus lentement. Donc, pour la même durée, celui-là, il a compté que 4 périodes, celui-là qui bat 4 fois plus vite, il en a compté 4 fois plus. Donc, vous voyez que vous avez plus de précision dans la mesure du temps avec celui-là qu'avec celui-là. Et ça paraît tout bête, mais ça a vraiment conduit à l'amélioration depuis des siècles, l'amélioration de la mesure du temps avec différents dispositifs, simplement en augmentant la fréquence, c'est-à-dire le nombre de battements par seconde de votre oscillateur. C'est-à-dire que les horloges comtoises là, qui battent la seconde tic-tac, donc là, pendant 1 seconde, vous comptez qu'une seule période, okay. Vos oscillateurs à quartz de montre ou d'horloge de cuisine battent à peu près 32 000 battements par seconde. Donc le système compte de 1 32 000 en 1 seconde. Il dit tiens, il y a 1 seconde qui s'est écoulée et il recommence. Les horloges micro-ondes, c'est 1 milliard de battements par seconde. Donc ils comptent de 1 à 1 milliard en 1 seconde. Là, il faut commencer à être un petit peu rapide. Et le laser, et vous verrez que les horloges optiques, qui sont les horloges les plus précises actuellement au monde, ce sont des oscillateurs qui mesurent 1 seconde en comptant de 1 à 1 million de milliards,
c'est-à-dire 1 avec 15 zéros après, en une seconde. Ils se rendent compte qu'il y a une seconde qui s'est écoulée, et ainsi de suite. Donc vous voyez que la taille de la graduation, là j'ai mis beaucoup, là c'est les puissances de 10, c'est peut-être un peu compliqué, mais là j'ai mis le nombre de battements par seconde, et vous voyez que entre cette horloge-là et cette horloge-là, vous avez évidemment une précision infiniment meilleure quand on utilise une fréquence plus grande. On se dit c'est bon, l'exposé est terminé, on a tout résolu. Eh bien non, parce que maintenant prenez 2 règles. Alors maintenant c'est un peu moins le cas, mais il y a 10-20 ans, vous achetez une règle en fer, une règle en bois, une règle en plastique. Vous aviez la même tige et les 2 règles ne donnent pas le même résultat. Qu'est-ce que vous en concluez? Vous êtes sûr qu'il y en a au moins une des 2 qui sont fausses, mais peut-être que les 2 sont fausses. Comment avoir confiance dans la mesure? Eh bien, pour la mesure du temps, c'est exactement la même chose. Si vous avez 2 oscillateurs qui ne battent pas exactement à la même fréquence, eh bien, la même durée, vous n'allez pas trouver le même résultat. C'est-à-dire que vous n'allez pas compter le même nombre de périodes. Et là, comment vous êtes sûr que c'est celui-là qui a raison, ou peut-être que les 2 ont tort. Et ça a été vraiment un problème pour le domaine de la métrologie, de savoir comment s'assurer que tous les oscillateurs, finalement, vont mesurer le temps de la même façon. Et donc ça, alors juste pour montrer que, je vous ai montré là que la fréquence du pendule dépendait de sa longueur. Là, c'est juste une petite vidéo jolie. Elle ne dépend pas que de sa longueur, hein, vous allez voir. Mais c'est une petite vidéo jolie pour montrer. Donc vous avez des pendules qui sont avec des longueurs différentes. Donc ils vont battre à une fréquence différente. Donc la personne elle lance les pendules en même temps. Et puis vous allez voir que comme ils ont des périodes différentes, eh ben, évidemment, ils ne vont pas osciller de la même façon. Donc, ça fait un petit truc esthétique, hein, très joli. Voilà, et puis vous allez voir qu'à un moment, ils vont se remettre en phase et puis ils vont se redéphaser. Et ça, c'est simplement parce que chaque pendule, avec une longueur différente, oscille de façon différente. Mais il n'y a pas que la longueur qui influence la fréquence du pendule, il y a aussi l'accélération de la pesanteur. C'est-à-dire que si vous mettez un pendule en apesanteur, il ne bat pas, il n'oscille pas, il lui faut une force de pesanteur pour battre. Et évidemment, ça dépend de la force, en gros, c'est lié au poids. Hein. Et donc, comme le poids pour une même masse n'est pas le même sur la Terre, sur la Lune et sur Jupiter, votre même pendule, il ne va pas osciller de la même façon si vous êtes sur la Terre, sur la Lune ou sur Jupiter. Il va osciller plus lentement sur la Lune parce que la gravité est moins forte et plus rapidement sur Jupiter parce que la gravité est plus forte. On se dit, mais on s'en fiche, on ne va pas aller sur la Lune avec notre pendule ou sur Jupiter. Oui, ben quand même, pour vous dire que c'était déjà un instrument extrêmement précis, c'est que fin du XVIIe siècle, avec l'invention du pendule, il y avait assez de précision pour se rendre compte que le même pendule ne battait pas à la même fréquence à Paris, à Cayenne, parce que c'est une expédition à Cayenne. Hein, ils sont partis aussi en Scandinavie et ils se sont rendus compte que la fréquence dépendait de la latitude sur la Terre. Et donc ils ont fait des expéditions partout sur la Terre. Alors ça c'est une carte, il n'y a pas besoin de lire en détail, c'est à chaque fois la longueur que doit avoir le pendule pour battre la seconde. Mais ils avaient déjà 3 chiffres de précision fin du XVIIe siècle, pour vous montrer que ce petit objet-là, il était déjà extrêmement précis. Et c'est tout bête, mais ces mesures-là, ça a permis de valider le fait que la Terre, elle n'est pas parfaitement sphérique, elle est un petit peu aplatie au pôle, hein, pour certaines raisons, et ça a permis de valider l'hypothèse d'aplatissement de la Terre, parce qu'il y avait 2 théories qui s'affrontaient, plutôt la Terre oblongue, ou plutôt la Terre un peu aplatie. Et donc, en mesurant, grâce à la mesure de temps, en mesurant la force, hein, l'accélération de la pesanteur, ça a permis, fin du XVIIe siècle, d'avoir des mesures et des conclusions très importantes. Alors, comme on l'a vu, les oscillateurs, ils n'ont pas forcément tous la même fréquence. Donc la solution, c'est d'utiliser une référence absolue universelle. Si on se dit, si on a une référence absolue universelle et qu'on a servi tous les oscillateurs sur la même référence, c'est gagné, ils vont battre tous à la même fréquence. Et donc,
Le principe est très simple, vous avez votre oscillateur dont la fréquence dépend de la longueur, de la température, de plein de paramètres. Vous allez comparer sa fréquence à une référence et puis venir forcer la fréquence de l'oscillateur à être sur la fréquence de référence absolue et donc la fréquence exacte. Et pendant longtemps, cette référence absolue, ça a été la rotation de la Terre. C'est-à-dire que, vous savez que bon, la Terre, elle tourne, si on fait l'hypothèse qu'elle tourne rond, qu'elle tourne de façon régulière, on retrouve un astre dans le ciel au bout de 24 heures, dans la même position au bout de 24 heures. Donc si on dit qu'un jour solaire moyen, c'est 86 400 secondes, on divise ça par 86 400 et ça vous donne une seconde. Donc si vous avez un pendule entretenu et que vous faites l'hypothèse qu'il bat la seconde, et donc vous le faites battre 86 400 fois, et puis au bout d'un jour, ça doit coller avec le passage dans votre méridien, c'est-à-dire dans la ligne sud-nord du Soleil ou de l'étoile. C'est vraiment relativement simple. Alors ça marche bien. Hein. Ce qu'on voit là, c'est par exemple à l'Observatoire de Paris, vous avez le méridien de Paris. Et là, vous avez le petit impact du Soleil. Hein. Il y a un petit trou dans le mur. Et vous voyez tous les jours le Soleil, quand il y a du Soleil à Paris, taper sur le méridien de l'Observatoire. Alors ça, c'est bien, mais ça fait une hypothèse, c'est que la Terre tourne de façon uniforme. Et on sait très bien que la Terre ne tourne pas rond. D'un point de vue géophysique, hein, je ne parle pas d'autres raisons. Elle tourne pas rond, sa vitesse de rotation fluctue parce qu'il y a plein d'effets déjà extérieurs. Vous savez que vous connaissez les marées. Les marées, c'est des interactions entre la Terre, le Soleil, la Terre et la Lune, et que ces effets de marée sont dissipatifs, c'est-à-dire que les déformations induisent une perte d'énergie. Et donc ça conduit à un ralentissement de la rotation de la Terre. Il y a des effets atmosphériques. Hein, quand il y a un ouragan quelque part, ça change la rotation de la Terre, des effets hydrologiques, tous les effets aussi quand il y a un tsunami, etc., les mouvements océaniques. La Terre, ce n'est pas une boule complètement homogène et compacte. Il y a un noyau et un manteau. L'un tourne par rapport à l'autre. Et donc, des fois, ça ralentit, des fois, ça accélère. Les séismes, les tremblements de terre, tout ça, ça impacte la rotation de la Terre. Et on voit bien, là, vous voyez, entre 2000 et 2025, ça vous donne la variation par rapport à 86 400 secondes, la durée d'un jour, les variations de la durée du jour. Là, c'est en millisecondes, hein, je vous rassure, ce n'est pas des heures, hein, ces fluctuations. C'est tout petit, mais c'est déjà énorme hein, pour certaines applications. Et vous voyez qu'il y a des effets saisonniers. Hein. Tous les ans, on voit que la vitesse de rotation de la Terre fluctue de façon à peu près périodique, mais il y a des effets un petit peu plus sur long terme. Et pendant longtemps, la rotation de la Terre s'est ralentie, parce que justement, il y avait des effets dissipatifs. Et depuis à peu près depuis 7-8 ans, la Terre accélère. La rotation de la Terre accélère. Donc il y a beaucoup d'études par rapport à ça. D'essayer de comprendre pourquoi elle accélère. Ça arrivait hein, dans le passé aussi, hein, mais les géophysiciens s'intéressent beaucoup à cette question. Mais en tous les cas, ça veut dire que la rotation de la Terre, si on n'a pas besoin d'une très grosse précision, ça peut être une référence absolue. Si on a besoin d'une précision accrue, ça ne suffit pas. Et la précision accrue, elle est offerte par qui? Elle est offerte par les atomes et par la physique quantique. Alors j'aimerais bien vous parler pendant 1 heure de physique quantique, mais on n'a pas le temps. La physique quantique, c'est la physique de l'état microscopique des atomes, des molécules, qui est complètement différente de la physique qu'on connaît à notre échelle macroscopique. Au niveau microscopique, la physique quantique, elle offre des propriétés qui relèveraient de la science-fiction si on les appliquait au domaine macroscopique, à notre échelle. Par exemple, au niveau microscopique, la physique quantique vous permet de traverser des murs. On ne va pas faire l'expérience ce soir, mais on aura du mal à... Enfin, si, peut-être en ouvrant la porte, mais... Et ce n'est pas juste une lubie de théoricien, hein, c'est ce qui, par exemple, vous permet de faire fonctionner les diodes laser dans vos lecteurs de DVD. Dans votre lecteur de DVD, c'est des électrons qui traversent des murs, l'équivalent de murs, et c'est ça qui fait que votre diode laser peut lire le DVD.
encore plus fort, la physique quantique vous permet d'être à deux endroits en même temps, ça c'est pas mal, ou alors de vous téléporter d'un endroit à un autre endroit. Donc là aussi, ça ne marche pas complètement encore sur la physique macroscopique, mais la propriété qui nous intéresse pour la mesure du temps, c'est la troisième propriété, qui est que les atomes offrent des fréquences de référence qui sont absolues, qui ne fluctuent pas, qui sont universelles. Ça veut dire quoi universel? Ça veut dire par exemple si vous prenez un atome de césium, il offre une fréquence de référence qui est la même que l'atome de césium soit ici, à Paris, à Pékin, à Washington. C'est-à-dire que c'est l'espèce atomique qui fournit la fréquence de référence. Et donc vous imaginez que si un même atome fournit, si une même espèce atomique fournit une même fréquence de référence, eh ben c'est gagné parce qu'il suffit d'asservir finalement la fréquence de votre oscillateur sur la fréquence de référence fournie par l'atome, et vous allez avoir, au début les oscillateurs n'avaient pas exactement les mêmes fréquences, et à la fin les oscillateurs vont avoir tous la même fréquence. Et c'est redoutablement, alors ça c'est juste une petite photo qui vous montre que dans une horloge, c'est la petite boule lumineuse, là vous avez, alors il n'y a pas beaucoup d'atomes, hein, enfin ça peut paraître beaucoup, mais c'est entre quelques millions et 1 milliard d'atomes. Donc ça paraît beaucoup dans l'absolu, mais par rapport à la quantité d'atomes qui constituent un grain de riz, c'est complètement ridicule. Mais ces quelques atomes, hein, quelques millions, quelques milliards d'atomes, c'est eux qui vont permettre de stabiliser de façon extrêmement précise la fréquence de l'oscillateur. Et ça a été vraiment... il y a plusieurs façons de montrer l'évolution de la précision la mesure du temps au fur et à mesure des âges. Là, ce que j'ai choisi, c'est de se dire combien de temps il faudrait attendre pour que l'horloge se trompe d'une seconde. Et j'ai pris comme début, évidemment, les premiers pendules, hein, le pendule de Galilée qui avait été amélioré par Huygens pour qu'il soit un peu plus précis. Je parlerai de l'horloge d'Harrison tout à l'heure parce que c'est le lien avec la mesure des longitudes, la détermination des longitudes dans les mers. Et vous voyez que déjà, bon, ça variait d'une seconde au bout d'un jour, à peu près. Et milieu du XXe siècle, finalement, les horloges atomiques, qui reposent donc sur le principe avec une référence atomique, alors horloge atomique ou horloge quantique, on peut les appeler de ces deux façons, ont été développées. Et vous voyez l'amélioration, quelque part, de la précision. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec les meilleures horloges, qui sont des horloges optiques, on a une précision de 18 chiffres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez deux horloges optiques différentes, vous comparez leurs fréquences, et vous avez 18 chiffres équivalents qui sont les mêmes. Donc ça veut dire que c'est extrêmement précis. Et ça voudrait dire qu'avec ces horloges, si elles fonctionnaient sur l'âge de l'univers, on va dire à la louche un peu moins de 15 milliards d'années, elles ne dériveraient que d'une seconde. Donc on se dit, à quoi ça sert d'avoir on s'en fiche que ça dérive d'une seconde au bout de quelques milliards d'années. Et vous allez voir, c'est un peu comme tout à l'heure dans l'introduction Pharao. Pharao, c'est que 300 millions d'années, hein, elle est un peu moins performante, mais elle est dans l'espace, et vous allez voir que c'est important que ça soit dans l'espace. Je vais vous présenter dans la deuxième partie, finalement, pourquoi on a besoin de cette précision. Alors, juste pour vous montrer un peu quelques images, hein, parce que je vous ai montré des photos d'horloges mécaniques. Là, on est un peu perdu, quoi. On se dit, ah, ça, c'est une horloge optique. Là, qui vous donne 18 chiffres de précision. Alors, il y a des lasers, quelque part, il y a des atomes pour... N'oubliez pas que l'oscillateur qui mesure le temps, c'est un laser qui vibre à peu près 1 million de milliards de fois par seconde, un peu moins, là. C'est 500 000 milliards de battements par seconde. Et on voit que ce sont des objets très compliqués de laboratoire. Il commence à y avoir des produits industriels, hein, des produits commerciaux qui sont un peu moins performants, mais qui sont quand même un peu plus compacts. Et si vous débranchez, si vous tournez un miroir ou vous tirez sur un câble, l'horloge s'arrête. Hein. Donc ce n'est pas quelque chose de simple à faire fonctionner. Alors, comme je l'ai dit, ma deuxième partie, c'est de dire à quoi sert toute cette précision. La première chose, c'est avoir l'heure. Alors ça vous paraît peut-être bête, parce que maintenant tout est connecté, l'ordinateur, les télés, les téléphones, on a l'heure exacte
Même quand il y a un changement d'heure, on n'a plus besoin d'appeler l'horloge parlante comme ça pouvait être le cas dans le passé, parce que tout est interconnecté. Mais quel est le temps de référence? Comment on est sûr que tous les pays ont la même heure de référence? Ça, c'est un gros travail qui est fait par un organisme qui est à Paris, qui s'appelle le Bureau international des poids et mesures. J'ai la chance de travailler avec le BIPM. Et en fait, le BIPM va utiliser un très grand nombre d'horloges réparties tout autour de la Terre, à peu près 450 horloges. Pourquoi il faut autant d'horloges? C'est que si vous n'avez qu'une seule horloge, est-ce que vous êtes sûr qu'elle donne la bonne valeur de fréquence? Elle peut avoir un défaut, un problème. Puis si elle s'arrête, le temps, lui, continue à s'écouler et vous ne le mesurez plus. Donc vous êtes mal. Donc il vous faut 2 horloges au moins. Mais 2 horloges, si vous trouvez qu'elles ne vous fournissent pas le même résultat, laquelle des deux est fausse? Donc il vous en faut 3, etc. Et donc pour être sûr que même s'il y a 1 ou 2 ou 10 horloges qui s'arrêtent, c'est pas grave, ça ne va pas impacter la mesure du temps. Et pour être sûr aussi qu'on peut vérifier que telle horloge a un problème ou autre, finalement on utilise à peu près 450 horloges qui sont vraiment, c'est une belle collaboration internationale, hein, tous les pays contribuent, quelles que soient les problématiques géopolitiques. Et ça, c'est une force du système. Pour construire une échelle de temps qui est le temps de référence international, hein, qui s'appelle UTC. Et je pense que vous avez vu cet acronyme, hein, temps universel coordonné. Et ce temps, en fait, il est fourni de façon internationale, mais le temps de chaque pays. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est UTC à la même heure partout. C'est-à-dire que là, il est 8h15 à peu près, c'est l'heure française. Il est 7h15 UTC, mais il est 7h15 UTC à Washington, à Pékin. Et donc ça aide quand on fait des comparaisons internationales, parce qu'on ne se pose pas la question, ah oui, alors ils sont à heure d'été, heure d'hiver, etc. Et donc, après, pour la vie de la société, il faut bien évidemment adapter UTC au fuseau horaire pour que le soleil il soit en haut du ciel à peu près quand il est midi localement. Donc vous avez les fuseaux horaires avec les décalages horaires adaptés. Vous avez aussi pour certains pays, c'est le cas de la France, un décalage entre l'heure d'été et l'heure d'hiver. Et typiquement en France, l'heure légale c'est UTC plus 1 heure en hiver, donc c'est le cas. Hein, je pense, vous savez, le dernier week-end d'octobre, on change dans un sens, et le dernier week-end de mars, on change dans l'autre sens. Alors on ne sait plus si on avance, si on recule, etc. Mais en tous les cas, on est décalé de 2 heures par rapport à UTC en été et 1 heure par rapport en hiver. Alors ça paraît tout bête. On se dit, oui, non, mais c'est normal, la France, elle a la même heure. Mais il a fallu quand même attendre 1891 pour que l'heure soit unifiée en France. Parce qu'avant, l'heure, c'était l'heure solaire, donnée par la position du soleil. Donc chacun voyait midi à sa porte. Donc entre Brest et entre Strasbourg, vous avez à peu près 50 minutes de différence. Même pour les marins alpins qui vont souvent à Paris, on voit bien le décalage d'un quart d'heure ou 20 minutes dans le lever et le coucher du soleil. Et pourquoi j'ai mis une petite vidéo avec le chemin de fer qui arrive à... Donc c'est l'un des premiers films des Frères Lumière, c'est le train qui arrive à La Ciotat. C'est que c'est grâce au chemin de fer qu'on a unifié l'heure en France. Parce qu'avant les chemins de fer, pour aller d'une ville à une autre, il fallait du temps. Les chemins de fer, on allait assez vite, donc les voyageurs, ils partaient avec l'heure de la gare de départ. Ils arrivaient dans la gare d'arrivée avec une heure différente. Et souvent, pour pas que les gens ratent le train, l'heure devant la gare n'était pas la même que l'heure sur le quai. Donc il n'y avait pas 2 horloges qui donnaient la même heure, c'était un vrai bazar. Et donc la France, en 1891, a décidé d'unifier son heure. Alors c'est bien beau d'unifier l'heure, mais comment on dit, oui, c'est la même heure à Paris, à Nice, à La Turbie, à Brest? Comment on fait pour synchroniser les horloges? Et bien ça a été c'est toujours, et ça a été un problème technologique, mais scientifique, et c'est grâce à cette question sur la synchronisation d'horloges, comment on fait pour synchroniser des horloges à distance, que par exemple est née la relativité restreinte d'Einstein. Parce qu'il s'est posé la question, j'ai 2 horloges, comment je fais pour les synchroniser et être sûr qu'elles sont vraiment à la même heure?
Alors, avant Einstein, il y avait la méthode à l'ancienne, hein, c'était les horlogers qui venaient avec leur horloge et là c'est une gravure avec l'Observatoire de Paris. Les astronomes fournissaient l'heure exacte, hein, puisque à cette époque, la référence absolue, c'était la rotation de la Terre et les mouvements astronomiques. Et donc, ils venaient mettre à l'heure leur horloge, ils repartaient dans leur horlogerie, ils étaient contents. Après, avec l'invention, la découverte des ondes radio, ça a été très simple d'envoyer par ondes radio, hein, souvent des grandes ondes, c'est-à-dire des ondes qui se propagent sur des milliers de kilomètres, des signaux de synchronisation. En France, par exemple, vous avez dans le centre de la France un émetteur qui émet des mégawatts pour synchroniser des systèmes. Vous avez peut-être des horloges qui sont synchronisées toutes seules sur un système qui s'appelle, c'est écrit DCF 77. Ça, c'est le temps allemand. Vous êtes au temps allemand parce que c'est l'émetteur est à côté de Francfort, mais il émet les grandes ondes. L'avantage, on n'écoute plus tellement la radio en grandes ondes, mais peut-être que... Moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'écoutais des radios russes en grandes ondes, parce que ça se propage sur des milliers de kilomètres. Donc là, ça permet d'envoyer des signaux de synchronisation sur des milliers de kilomètres. Et pour la petite anecdote, c'est quand même ça qui a sauvé la Tour Eiffel, parce que la Tour Eiffel avait été construite pour l'exposition universelle. Les Parisiens, ils trouvaient ça sacrément moche. Et donc, ils disaient, c'est bien pour l'exposition universelle, mais après, vous démontez ça, et puis on ne veut plus avoir ça dans le ciel parisien. Et en fait, la Tour Eiffel a été utilisée, c'est peut-être pas très visible, mais il y a des câbles qui descendaient devant la Tour Eiffel, qui étaient des antennes, et qui permettaient d'envoyer très très loin des informations par grandes ondes et des signaux de synchronisation. Et vous imaginez, à des fins un peu militaires, hein, puisqu'il y avait besoin de synchroniser des opérations, et c'est quand même ça qui a permis de sauver la Tour Eiffel, et on ne regrette pas. Et aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, vous recevez des signaux par satellite dans votre mobile, hein, on va parler des signaux GPS tout à l'heure. Il y a des horloges atomiques dans les satellites qui vous envoient des signaux de synchronisation. Votre téléphone, il est à l'heure parce qu'il reçoit les signaux qui viennent de l'antenne relais. L'antenne relais est elle-même synchronisée sur un autre truc qui est synchronisé, etc. Et au bout, il y a une horloge atomique. Et puis les ordinateurs, en passant par soit on passe par le Wi-Fi, il y a un peu d'ondes, soit on se connecte directement sur Internet via le réseau fibré. Et aujourd'hui, votre ordinateur, il se met à l'heure tout seul via Internet parce que quelque part, votre ordinateur est là, il se synchronise sur un serveur qui est synchronisé sur un autre serveur, etc. Puis tout en haut, vous avez une horloge atomique qui donne l'heure exacte. Et donc c'est une expérience, c'est le seul moment où je dis on a le droit de sortir les téléphones portables. Vous avez un site, donc là vous avez un site qui vous donne l'heure légale, donc vous pouvez vérifier avec votre téléphone, etc. Alors vous n'allez pas trouver la même chose, parce que là ça passe par le réseau, ça passe par le Wi-Fi, etc. Donc vous voyez, ça vous donne l'heure légale, ça vous donne aussi... donc c'est écrit un petit peu plus petit, mais vous voyez que l'heure légale, UTC, il est seulement 19h20. Ça vous dit le temps de transmission, la désynchronisation entre l'horloge de référence, hein, l'Observatoire de Paris, c'est l'établissement en France qui fournit le temps légal pour l'ensemble de la France. Donc ça vous donne le décalage. Alors moi j'ai 2 secondes, mais... Vous n'avez peut-être pas la même chose sur votre mobile. Et donc, vous voyez, c'est tout bête, mais ça vous permet d'avoir quelque part, n'importe où, l'heure exacte là où vous êtes placé. Et donc là, ce qu'on a présenté, c'est la synchronisation d'une horloge. Mais aujourd'hui, vous savez, on fonctionne en réseau. Vous avez ce qu'on appelle l'Internet des objets. Hein, c'est des milliards et des milliards d'objets qui communiquent entre eux, qui ont tous besoin d'être synchronisés. C'est-à-dire que dans n'importe quel objet, un téléphone, un téléviseur connecté, vous avez plein d'oscillateurs, et ces oscillateurs sont automatiquement synchronisés à distance sur un temps qui est finalement le même pour tout le monde. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Sinon, Internet ne fonctionnerait pas. S'il n'y avait pas cette synchronisation mondiale, ça ne fonctionnerait pas. Donc ça fonctionne donc pour Internet, pour les portables, évidemment pour tout ce qui est transactions bancaires, les transports, tout ce qui est distribution d'énergie.
Vous savez qu'avant, on était dans un modèle, il y avait une grosse centrale et les utilisateurs. Maintenant, on est dans des modèles plus répartis, ce qu'on appelle les grilles intelligentes ou les smart grids, où même les usagers, s'ils ont un panneau solaire ou une éolienne, peuvent être utilisateurs ou producteurs d'électricité. Donc vous voyez, il faut que le réseau il puisse fournir ou recevoir de l'électricité comme il faut. Et tout ça, c'est super synchronisé, sinon ça ne fonctionnerait pas du tout. Alors, je vais, juste pour terminer, je vais insister sur une application des mesures du temps et qui permettent d'avoir un lien fort entre le temps et l'espace. Et c'est vous montrer comment, en mesurant le temps, en mesurant des durées, vous pouvez mesurer des distances et vous pouvez vous positionner. Donc, j'ai essayé de ne pas mettre trop de formules, mais là, c'est une formule, c'est, je pense, l'une des seules formules que j'aurais mises. C'est finalement, si vous avez un signal qui se propage à une vitesse v, le signal va parcourir une certaine distance d au bout d'un certain temps t. Donc ça, c'est un truc que transformer un temps en distance, c'est quelque chose que vous faites usuellement en disant la boulangerie, elle est à 5 minutes. Donc vous transformez une distance que vous exprimez en temps. Ou Paris-Marseille, c'est 3 heures, exactement pareil. C'est quelque chose que vous faites quand il y a l'orage aussi. C'est-à-dire que quand la foudre tombe avec l'éclair, la lumière de l'éclair vient instantanément, vitesse de la lumière, 300 000 km/s, donc c'est quasi instantané. Par contre, le son du tonnerre, lui, il arrive tranquillement, parce qu'il arrive à la vitesse du son, qui est à peu près 1 km toutes les 3 secondes. Donc si vous comptez, dès que vous voyez l'éclair, vous comptez les secondes en divisant par 3. Par exemple, si vous comptez 3 secondes, vous savez que la foudre est tombée à 1 km. Et donc, typiquement, vous savez mesurer une distance en mesurant une durée. Donc ça, c'est des choses qu'on connaît en astronomie, quand on veut exprimer quand on observe les corps dans le ciel, on observe leur lumière. Donc c'est des informations qui viennent à la vitesse de la lumière, et comme ils sont très éloignés, plutôt que d'exprimer en kilomètres, ça n'a pas de sens, on exprime ça en années-lumière, c'est-à-dire la distance que met la lumière, que parcourt la lumière en une année. Et ça, c'est utilisé dans la vie quotidienne. Vous pouvez acheter dans les magasins de bricolage des télémètres laser qui vous permettent de mesurer des distances. Alors, ils peuvent être avec le laser, ils peuvent être avec des ondes acoustiques ou électromagnétiques, c'est pareil, mais ça vous permet de mesurer des distances. Simplement, l'objet mesure des temps aller-retour entre votre objet et puis, par exemple un mur. Et c'est fait en particulier à l'Observatoire de la Côte d'Azur, c'est fait pour mesurer la distance entre un observatoire et des corps dans le ciel. Alors, ça peut être avec la Lune. Sur la Lune, il y a un certain nombre de réflecteurs qui ont été déposés par les missions Apollo et aussi par des missions russes. Et donc, si vous avez un laser depuis le sol, vous envoyez le faisceau laser sur la Lune, il arrive, il y a le réflecteur, la lumière revient, et que vous mesurez le temps d'aller-retour, vous mesurez de façon très très précise la distance entre la Terre et la Lune, typiquement l'ordre du centimètre. Et ça, c'est ce qui est fait toutes les nuits, même dans la journée, à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Alors pas sur le site niçois, mais sur le site de Caderne, qui est au-dessus de Grasse, à côté de Cossol. Vous avez un plateau instrumenté, un endroit instrumenté, et vous avez un télescope avec un laser, donc c'est joli la nuit parce qu'on voit le rayon vert partir dans le ciel, et ça permet de mesurer très précisément la distance entre la Terre et la Lune, mais aussi la distance entre la Terre et des satellites. La Terre et la Lune, ça permet de comprendre un peu mieux la composition de la Lune, le comportement de la Lune et de la Terre, et pour les satellites, ça permet de faire de l'orbitographie, de connaître très bien la position des satellites grâce à ces mesures, puisque on transforme une mesure de distance en mesure de temps, et vous avez compris que les mesures de temps, on a une précision aussi grande qu'on le souhaite. Et donc, ça, c'est à une dimension, c'est-à-dire on mesure simplement une dimension, la distance sur une dimension, et si on extrapole ça à plusieurs dimensions, par exemple, vous avez un satellite avec une horloge atomique qui émet des signaux vers le sol, puis vous recevez ces signaux, vous mesurez le temps de parcours et vous déduisez votre distance D1 à ce premier satellite. Si maintenant vous faites ça en même temps avec un autre satellite, c'est-à-dire que vous recevez les signaux à la fois du satellite 1 et du satellite 2,
vous mesurez le temps de parcours de l'onde depuis le satellite jusqu'à votre récepteur, et donc vous en déduisez des deux. Vous voyez qu'à chaque fois, vous positionnez quelque part, alors là je suis à 2 dimensions, donc c'est sur un cercle. Si on était à 3 dimensions, on se positionnerait sur une sphère. Mais vous voyez qu'en croisant les informations, ça vous donne votre position. Donc c'est vraiment le principe très simple du positionnement par satellite. Alors souvent on appelle ça le GPS, parce que le GPS, c'est le système américain qui a été construit en premier, dans les années 70. Mais maintenant, on parle plutôt de GNSS, alors c'est un acronyme horrible anglais, Global Navigation Satellite System, c'est-à-dire système globaux de navigation par satellite, donc qui inclut le GPS américain, le Galileo européen, qui est même plus performant que le GPS américain, qui est arrivé plus tard mais qui est plus performant. Les Russes ont leur système GLONASS, les Chinois ont leur système Beidou. Et donc quand vous avez votre téléphone et que vous vous positionnez avec votre téléphone, que vous êtes au milieu de nulle part, parce que dans les villes, il y a aussi les relais qui vous positionnent, si vous êtes au milieu de nulle part, vous recevez pas mal de signaux de pas mal de satellites. Les satellites sont à 20 000 km, donc c'est déjà exceptionnel de recevoir des signaux qui viennent de 20 000 km et qui ont une précision, on va voir la précision, qui ont des précisions très très impressionnantes. Et ce positionnement, c'est vraiment de la triangulation en mesurant des distances, et la distance, c'est une mesure de temps, finalement, et c'est pour ça qu'il y a des horloges atomiques dans les satellites. Alors, en termes de précision, on se dit, ah oui, non, il n'y a pas besoin de toute cette précision. Le petit ordre de grandeur, c'est que comme les ondes se propagent à la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, c'est rapide. Donc, si vous faites une erreur de 1 microseconde, 1 millionième de seconde, c'est rien, 1 millionième de seconde. Il y a 1 million de millionièmes de seconde en une seconde. Vous vous trompez de 300 mètres. Donc vous voyez, le niveau de précision qu'il faut, quand on dit, on va le voir sur certaines applications, c'est le millimètre de précision qu'on a avec le GPS. Le GPS, enfin le GNSS, permet aux avions d'atterrir. Il permet plein de choses. Il permet en particulier de suivre le mouvement des différentes parties de la Terre. Si vous mettez un GPS sur le sol, finalement, le déplacement, un récepteur GPS sur le sol, le déplacement de votre récepteur va suivre le mouvement du sol. Et donc, là, c'est entre 2000 et 2015, j'ai oublié de mettre à jour, mais c'est le nombre de stations qui permettent de suivre le mouvement des plaques continentales. Et donc, vous voyez, là, entre 1996 et 2015, donc c'est vraiment sur des échelles de temps très très longues, vous voyez le mouvement là, c'est la plaque nord-américaine, donc simplement parce que à des endroits particuliers, vous avez des récepteurs GPS qui reçoivent les signaux. Et donc vous voyez que là, l'échelle globale, c'est 10 cm. Donc on a une précision exceptionnelle sur plus de 20 ans. Et puis on peut voir, donc là, c'est quand la plaque, elle se déplace progressivement. Puis il y a des moments, vous savez, quand il y a deux plaques qui vont l'une sur l'autre, ça frotte, et puis à un moment, il y a un tremblement de terre. Et puis on voit exactement, vous voyez, la plaque dérive. Donc là, c'est un mouvement intersismique, c'est-à-dire que vous avez la plaque qui dérive tranquillement, il y a une force, puis à un moment, il y a une cassure, et puis ça reprend comme avant. Donc l'utilisation des GNSS pour les sciences de la Terre, et ça, c'est une application d'un autre laboratoire de l'Observatoire de la Côte d'Azur, qui est GeoAzur, qui lui est situé à Sophia Antipolis, qui a une équipe qui est spécialiste sur l'étude des signaux GNSS pour les sciences de la Terre. Donc ça vous permet de voir les mouvements des plaques tectoniques, quelque chose de très important, de suivre l'évolution des hauteurs des mers, parce qu'on sait qu'avec le réchauffement climatique, il y a un enjeu. Ça vous permet aussi de voir les séismes. Là, c'est le séisme de Sendai. Là c'est le déplacement des stations GNSS quand il y a eu le séisme. Et vous voyez que l'échelle, là, c'est 1 mètre. Donc les stations se sont décalées de 5 à 10 mètres sur le sol pendant le séisme. Et ça, c'est en France, quand il y a eu le séisme de Sendai, les signaux qui ont été détectés il y a des réseaux de récepteurs GNSS partout autour de la Terre, et en particulier en Europe, il y a un réseau qui fonctionne bien, où la France est active. Ça, c'est une application scientifique importante. Le positionnement par satellite, c'est plus de 2 milliards
il y a autant déjà de récepteurs GNSS qu'il y a de téléphones mobiles, peut-être que 2 milliards sont encore sous-estimés. Vous en avez partout. Alors je ne vais pas parler des drones parce que ce n'est pas forcément intéressant, mais par exemple pour suivre les oiseaux migrateurs, il y a des récepteurs GNSS microscopiques, évidemment qui émettent un signal pour pouvoir suivre les oiseaux. Dans votre téléphone, quand même, moi je trouve que c'est exceptionnel, avec quelque chose qui a une toute petite batterie, vous recevez des signaux de 20 000 km et ça vous donne une position précise. Chaque fois que vous voyez sur une voiture, un livreur ou une moto de police, vous voyez le petit mât avec la petite antenne. Pourquoi il y a un mât avec une antenne? Parce qu'il faut recevoir les signaux des satellites. Donc ça ne peut pas être caché sous la moto, évidemment. Tous les systèmes pour positionner les bus, pour vous dire le bus va arriver à telle heure, etc. Les tracteurs aujourd'hui sont asservis directement, c'est-à-dire je pense qu'il peut écouter sa musique et fermer les yeux pour passer vraiment, pour avoir une trajectoire parfaite, surtout quand ils mettent des engrais, pour ne pas oublier une bande où il n'y aurait pas d'engrais, ou au contraire mettre 2 fois de l'engrais au même endroit. Donc tout est voilà, asservi par GNSS. On se dit, c'est bien, c'est de la belle technologie. Et alors là, je fais intervenir Albert Einstein, parce que je n'ai pas le temps là, de parler de relativité du temps, mais tout ça, ça fonctionne. Donc vous savez, la théorie d'Albert Einstein sur la relativité du temps, de l'espace-temps, dit que 2 horloges identiques qui sont côte à côte donnent la même information temporelle. Si maintenant vous prenez une des 2 horloges, vous la mettez dans un autre référentiel, dans l'espace, c'est le cas de Pharaon justement, qui est parti dans l'espace, où l'autre horloge bouge, et bien les temps, quand l'horloge va revenir, une horloge n'indiquera plus le même temps que la première. Donc on se dit, non mais ça c'est bien, c'est pour les théoriciens, c'est une belle théorie, on ne comprend rien, mais ils se font plaisir et c'est très bien. Et bien non, parce que si vous n'appliquez pas les corrections relativistes d'Albert Einstein, vous vous trompez de 10 km au bout d'un jour. Donc vous voyez, vous dites quand vous vous positionnez par GNSS, vous utilisez la physique quantique parce que vous avez des horloges atomiques dans les satellites, et sans le savoir, vous utilisez la relativité parce que s'il n'y avait pas les corrections, ça serait à peu près n'importe quoi. Donc c'est pour ça que c'est une belle application finalement du mariage entre de la superbe technologie et de la science très fondamentale. Et alors le dernier exemple que je veux montrer, là je reviens un peu dans l'histoire, là on a vu qu'avec les GNSS, il y a un lien fort entre le temps et l'espace. Et en fait, la mesure du temps, ou le lien entre le temps et l'espace, c'est vraiment de l'histoire ancienne. C'est-à-dire que depuis très longtemps, les êtres humains ont eu besoin de se positionner sur Terre, et en particulier sur les mers. Et ça a été de plus en plus le cas quand il fallait aller de plus en plus loin. Et donc vous savez que pour se positionner sur la Terre, vous avez la latitude, c'est-à-dire par rapport à l'équateur, l'angle par rapport à l'équateur, puis vous avez la longitude, qui est finalement l'angle par rapport à un méridien de référence, qui est le méridien de Greenwich. Et les navigateurs ont besoin, alors pour déterminer la latitude, typiquement, vous utilisez un sextant, mais pour la longitude, comme la Terre est ronde, quand vous êtes au milieu de la mer, vous avez besoin d'une horloge. Et pendant longtemps, les horloges n'étaient pas assez précises. Donc il y a eu plein de catastrophes, de navires qui pensaient qu'ils étaient à un endroit et qui étaient ailleurs, et qui sont fracassés sur des récifs. Et en particulier, un énorme désastre naval de bateaux anglais dans des îles, les îles de l'archipel de Sorling, qui est au sud-ouest de la Cornouaille. En 1707, il y avait plusieurs navires, et il y en a au moins 4 qui ont coulé. Il y a eu à peu près 2000 morts, donc c'était des navires militaires. Et donc ça a fait pas un scandale, mais tout le monde s'est dit il faut absolument améliorer les mesures de temps pour déterminer ces longitudes. Et donc la reine, quelques années après, la reine d'Angleterre a lancé le Longitude Act, qui était une sorte de concours, avec 20 000 livres. 20 000 livres de l'époque, c'était plusieurs millions d'euros. Donc, pour savoir, pour que quelqu'un invente une technique ou une méthode pour avoir l'heure exacte. Et alors là, c'était génial, parce que pendant des décennies, ça a été la guerre entre les astronomes et les horlogers.
Alors les astronomes, vous savez, en observant les positions des astres, des satellites de Jupiter, etc., on peut avoir beaucoup de précision. Et en parallèle, vous aviez les horlogers, et en particulier un qui s'appelait John Harrison, qui a développé des horloges, horloges mécaniques, hein, fantastiques, qui ne dérivaient que de quelques secondes au bout de plein de jours de navigation, dans des conditions, hein, vous imaginez que les navires, ce n'était pas une salle de laboratoire climatisée, ça bougeait, c'était l'enfer, l'humidité changeait, la température changeait. Et en fait, ces premières horloges ont déjà répondu aux besoins, 1737, mais en fait, chaque fois qu'ils proposaient un nouveau modèle d'horloge, la première, elle n'était pas transportable, hein, mais la dernière, c'était un chronomètre. Alors, un chronomètre, de mémoire, c'est à peu près 20 cm de diamètre, hein, c'est un bon chronomètre, on ne le met pas dans la poche, mais qui dérivait très très peu. Et en fait, il y avait une telle compétition entre les astronomes et les horlogers que les astronomes disaient aux horlogers « oui, mais vous avez eu de la chance » parce qu'ils embarquaient leurs horloges qui allaient côté Amérique et ils montraient que ça fonctionnait bien. Et en fait, il a fallu attendre le dernier chronomètre 1759 et John Harrison a reçu le prix seulement en 1772. Donc vous voyez, par rapport, il a attendu quasiment 60 ans, c'était vraiment la fin de sa vie, il avait 80 ans pour avoir le prix, mais c'est juste pour vous montrer que la mesure du temps pour se positionner dans l'espace, bon maintenant on n'y pense plus, on a le signal GNSS et on fait... voilà, je pense qu'il y a un certain nombre de navigateurs qui auraient du mal à faire le point maintenant s'il n'y avait plus le GNSS. Mais pour vous montrer que déjà, dès cette période-là, c'était un vrai enjeu. Donc je vais juste un mot de conclusion. Souvent, quand on parle de métrologie, hein, je n'ai pas utilisé trop le terme métrologie. Quand on parle de métrologie, on a l'impression que c'est quelque chose d'un peu poussiéreux, que c'est pas rigolo, qu'on s'embête un peu. J'espère vous avoir montré que c'est une science fascinante, qui est toujours en plein renouvellement. Et il ne faut pas oublier que le temps, c'est la grandeur physique qu'on mesure aujourd'hui avec la meilleure précision. Si vous voulez mesurer quelque chose et que vous transformez la grandeur, vous voulez mesurer la mesure en mesure de temps, en mesure de fréquence, vous avez gagné. C'est le principe des balances à quartz. La balance à quartz, elle est précise parce que vous avez un oscillateur à quartz. Et quand vous posez un truc sur la balance, ça déforme un peu l'oscillateur, ça change un peu sa fréquence. Vous mesurez la variation de fréquence avec autant de chiffres que vous voulez, et ça vous donne la précision sur la mesure de la masse. Donc, le temps, grandeur physique qu'on mesure avec la plus grande précision, le record de précision avec les horloges optiques, et en fait, ce n'est pas terminé, on dit 18 chiffres, ben non. En fait, on a besoin d'aller encore plus loin. On commence à avoir des horloges au niveau de 10-19, avec 19 chiffres, hein, ça commence à arriver. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de redéfinir l'unité de temps. Vous savez que dans le système international d'unités, pour être sûr que tous les pays ont les mêmes unités, il y a au niveau international un certain nombre de définitions, par exemple le kilogramme, le mètre, la seconde, toutes les unités de base sont définies. Et on est en train de réfléchir au niveau international pour redéfinir l'unité de temps à l'horizon de 2030. Hein, c'est vraiment quelque chose, il ne faut pas se tromper hein, quand on change de définition. Donc il y a beaucoup de discussions. Il y a beaucoup de discussions très fondamentales. Vous avez compris que ça fonctionne parce qu'on fait l'hypothèse que les atomes fournissent des fréquences infiniment stables. Et en fait, toutes les théories contemporaines prédisent que ces fréquences ne sont pas complètement stables dans le temps et dans l'espace. Et donc, ça serait une vraie révolution de pouvoir le mesurer. Donc, on utilise les horloges pour essayer de voir s'il n'y aurait pas une dérive dans le temps des constantes fondamentales. Et derrière tout ça, la théorie d'Einstein, elle dure depuis déjà plus d'un siècle. Hein. Elle tient vraiment, elle fonctionne très bien depuis plus d'un siècle, mais toutes les théories contemporaines qui essayent de marier la théorie d'Einstein et la physique quantique prédisent qu'on devrait observer des déviations à la théorie d'Einstein. Donc il y a un enjeu scientifique d'utiliser des horloges de très haute précision pour être le premier laboratoire qui va montrer qu'Einstein n'avait pas complètement raison si on est assez précis. Et puis évidemment, comme je vous l'ai montré, la science fondamentale, elle est ultra présente, mais derrière tout ça, il y a vraiment un lien et un impact très important pour la société.
On a vu le positionnement, Internet, télécommunications. Quand on parle de 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, etc. pour les téléphones mobiles, c'est quoi le débit augmente, les fréquences d'échange des informations augmentent, donc il faut des synchronisations plus précises. Donc derrière ça, vous avez des horloges encore plus précises, etc. Et voilà, et je pense qu'il est temps que je m'arrête, et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci. Dans mon référentiel, j'ai tenu le bon temps. C'est dans le vôtre que c'est pas exactement ça.